L'addiction, c'est l'enfer, c'est l'esclavage, alcool, toxique, nourriture, sexe. L'addict est dévoué à son objet au point de ne plus pouvoir vivre sans lui dans une histoire d'amour à la vie, à la mort, qui ne tolère aucune infidélité, aucun suspens. Emanuela Sourace, vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Y a-t-il, selon vous, un profil type de l'addict ? Bonjour Joseph. Et alors voilà, je ne pense pas de pouvoir vraiment faire une description comme ça, oui, un profil type. Un profil. C'est un peu difficile. Mais est-ce qu'il y a comme ça quelque chose, une tendance ? Mais en même temps, voilà, en plus il faut considérer qu'il y a un spectre très très vaste des addictions déjà. Il y a des addictions à des produits licites et illicites, à des conduites. Donc déjà, disons, c'est très riche comme spectre. Je dirais peut-être, voilà, pour aider un peu à illustrer un peu certains aspects importants de la question des addictions, je partirais par exemple déjà de l'étymologie même du terme addiction qui va nous dire beaucoup de choses, je pense. C'est-à-dire ce terme qui vient au français de l'anglais, qui était introduit par une psychanalyste qui est Joyce McDougall, et qui vient aussi à l'anglais par les latins et par les droits romains, c'est-à-dire l'addictus c'était un esclave en fait. Et voilà, là je pense qu'on est dans les thèmes aussi du rapport au pouvoir. Oui, c'est-à-dire ne plus pouvoir se défaire de quelque chose. C'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'on perd sa liberté à partir du moment où en quelque sorte on tombe amoureux d'un objet. Oui, disons que c'est très paradoxal ce rapport à l'objet dans les addictions, et notamment justement l'addictus dans les droits romains, c'était pas n'importe quel esclave, c'était pratiquement un homme qui n'avait pas pu payer sa dette, qui n'avait pas pu payer, donc qui devenait l'esclave de son créditeur quelque part, et jusqu'à une contrainte qui n'était pas seulement morale, mais aussi de son corps. Et il perdait effectivement tout droit sur soi-même. Et quelque part, voilà, ça, disons, pour moi, illustre bien certains aspects de la question des addictions, notamment pour ces croisements fondamentaux entre le corps et le psychisme. Et comment le corps, qui est vraiment très important dans la clinique des addictions, porte et est témoin, en fait, de ces conflits psychiques qu'il y a dans les sujets. Et oui, en fait, paradoxalement, c'est le symbole de la dépendance et en même temps une personne addicte, un patient addict, c'est aussi quelqu'un qui est fortement assoiffé d'indépendance en réalité. Oui, en quelqu'un vérité, qui va vous dire je suis libre de faire ce que je veux, fondamentalement. donc j'ai le droit de bouffer, de boire jusqu'à la mort. En fait, on est vraiment dans ce type de paradoxe. Quelle est la liberté, cette ambiguïté aussi du terme liberté? Totalement, oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire il est fortement, vraiment désireux d'être indépendant fondamentalement. Et donc voilà, par exemple, ça arrive des choses très intéressantes dans la clinique lorsqu'on propose à certains patients des antidépresseurs. Voilà, on voit bien comment les patients commencent à craindre la dépendance des antidépresseurs alors qu'ils sont déjà dépendants des produits différents. Voilà. Enfin, il y a toujours une méfiance vis-à-vis de tout ça qui trahit. Il craint la dépendance aux antidépresseurs, voilà, comme s'il n'était dépendant à rien. Voilà, en fait. Paradoxalement, voilà. Mais un déni forcené alors. Cette paradoxe, il faut l'interroger et c'est certainement un des aspects peut-être plus intéressants de cette clinique qui est complexe parce qu'il y a différents types de discours, des dimensions qu'il faut prendre en considération, une dimension plus médico-sociale, encore plus comportementaliste et puis évidemment plus symbolique. Voilà. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à votre pratique, vous, de psychologue clinicienne, qui avez toujours tous les jours affaire à des gens addicts qui viennent vous voir pour se soigner. Vous avez l'impression d'être souvent manipulé? Ça, franchement, je pense que ça fait un peu partie des fantasmes autour du patient addict. Oui. Et des clichés aussi autour de ce type de pathologie. Alors, est-ce qu'il se vérifie ce cliché? Moi, je ne pense pas plus que dans n'importe quelle autre cure. Dans n'importe quel jeu social. Et c'est ça la question. On n'est pas dans un jeu social, on est dans une dimension thérapeutique. Et
Donc, par conséquent, même s'il y a du mensonge, même s'il y a de la manipulation, à la limite, ce qui compte, c'est que devient pour nous matière de travail, de pensée, de réflexion, d'analyse. Et donc, oui, à la limite, il pourrait y aussi avoir, mais pour moi, devient toujours les signes éventuellement plutôt d'une résistance, d'une peur, d'une crainte qu'il faut effectivement prendre en considération. Ce sont souvent des gens qui sont en injonction de soins. Pas toujours, mais oui. Pas toujours, bien sûr. Arriver, oui. Et donc, qui viennent parce qu'on leur demande de venir, de se faire soigner. Et parfois, il y a une difficulté aussi d'admettre ça, comme vous le disiez. Alors, moi, je dirais que dans ma pratique, oui. Comme quand je travaille à l'hôpital notamment, oui, j'ai des patients qui sont en injonction de soins, mais pas toujours. Et au contraire, c'est déjà extrêmement intéressant d'un point de vue aussi existentiel, tous les processus qui ont amené les patients à demander de se soigner et à demander de commencer à travailler sur son problème d'addiction. Et non, d'habitude, oui, moi je vois des patients qui peut-être ne sont pas totalement encore prêts à pouvoir faire face à certaines complexités de leurs problèmes avec l'alcool, la drogue, mais qui en vérité sont là avec beaucoup de motivation, beaucoup de besoins aussi. C'est ça votre travail, de faire naître le désir, le vrai désir de guérir? Mais ça, disons que c'est aussi nécessaire dans toute psychanalyse, dans toute cure, je pense. Voilà. C'est les retrouvailles avec un lien thérapeutique authentique, alors. Vital. Oui. Lien vital. À votre avis, la personne addicte, elle est devenue addicte aussi, elle a sombré dans cette forme de dépendance parce qu'elle avait autour d'elle des liens artificiels, des liens délétères avec l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une enfance carencée, par exemple, qui peut aussi entraîner la personne dans ce type de rapport mortifère? Oui, sans doute, l'enfance est au cœur de la clinique des addictions. Et souvent, beaucoup de patients sont des patients qui ont des mémoires traumatiques, une dimension traumatique très importante. Oui, disons que oui, c'est quelque chose d'important, cette dimension-là, aussi à prendre en considération quand on travaille avec ces patients. Et il y a vraiment, on voit comme ces patients côtoient une sorte d'abîme qui est vraiment très, très particulier vraiment à l'addiction et qu'il faut savoir interroger. Et parlez-nous de ces abîmes, de ce vertige-là addictif. Oui, c'est vrai, un vertige. Je dirais. Dites-nous, si vous essayiez de le décrire là en tant que soignante, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi ce vertige, cette singularité de ce vertige? Je dirais un vertige propre à la vie. Paradoxalement, oui, les addictions, c'est notoire, ça nuit à la santé. Et en vérité, on pourrait s'interroger sur à quel point la vie même devient pour ces patients un poison. Et comment, en fait, on voit comment c'est difficile se confronter pour ces patients au risque de la vie, au risque de la pensée, du désir en soi-même. Et ça, c'est très particulier, de cet rapport au vide, de ce rapport à l'abîme. Donc c'est une sorte de fuite, finalement. Ils fuient leur désir authentique, ils fuient le lien authentique, et dans le même temps, ils le recherchent, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, voilà, dans le soin, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose de cette demande-là. Oui, sans doute. Soignez-moi en me parlant vrai, quelque part, et en m'écoutant vraiment. Si c'est possible. Vous avez été formé par le psychanalyste Alberto Heger, qui a notamment travaillé sur la perversion narcissique, et qui dit à un moment donné que le pervers n'a pas de véritable attachement avec le monde parce qu'il considère que tout lui est dû. Ça a fait écho, cette phrase, en la lisant, avec peut-être la problématique de l'addict, qui à un moment donné perd le sens des choses. Cette dette dont vous parliez en début d'émission. Oui, en fait, s'il perd l'essence des choses, mais je ne sais pas trop si je pourrais les mettre en relation à la perversion, dans l'essence en soi déjà, au sens freudien, je ne pense pas, c'est un débat, que l'addiction soit une structure telle que la perversion. Éventuellement, il peut y avoir des pervers addicts, c'est possible, mais là, même les rapports à l'objet, les rapports au désir est différent. Donc, effectivement, moi, je ne sais pas trop, mais je ne verrai pas trop dans ce sens. Ça
Même si Alberto Heger a beaucoup pu aussi aider dans la réflexion des addictions, notamment par rapport, oui, au rapport éventuellement à la perversion, mais aussi à la famille notamment. Oui, Voilà, alors peut-être la perversion de la famille. Ah ben oui, ça, la perversion de la famille. qui entraîne le sujet addict alors à s'abîmer encore plus. Ben, sans doute, ça peut être. D'abord, il y a la présence de l'addiction parfois de façon transgénérationnelle, comme une transmission. Oui. Par exemple, dans des familles où l'alcool est présent de génération en génération. Et puis, effectivement, il y a cette idée que oui, la famille, c'est un lieu aussi de conflits psychiques, où éventuellement on peut trouver les racines éventuelles d'une pathologie addictive. D'une pathologie addictive donc qui se transmettrait de génération en génération comme un secret. Et si ce n'est pas en soi proprement la conduite addictive, et souvent les racines aussi de certaines addictions se retrouvent effectivement dans la dynamique familiale. Quelque chose comme une parole bâillonnée, quelque chose qui est muselé et qui prendrait corps alors, plutôt que de prendre parole. Oui. Qui empêcherait finalement l'expression, c'est ça? Oui. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est très touchant aussi de voir tous les processus qui mènent aussi dans la clinique des addictions. Et une clinique effectivement très riche et très touchante, justement parce que j'ai comme l'impression souvent qu'on assiste presque à une forme d'épopée épique, existentielle véritablement. Et l'idée, ce n'est pas de pouvoir s'arrêter seulement aux symptômes quand on travaille avec ces patients, mais vraiment c'est ce qui, moi, ça m'intéresse et me touche énormément, c'est de voir vraiment cette corps à corps avec soi-même et cette confrontation ontologique, existentielle. C'est-à-dire, à ce stade, c'est bien plus important à un moment donné qu'arrêter de boire ou pas. C'est vraiment une confrontation à soi qui me semble vraiment essentielle. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu accompagner, d'assister à vraiment des expériences humaines très importantes. Oui, être humaine avant tout, et ne pas s'intéresser, ne pas faire une fixation sur l'objet, le symptôme. Déjà est faite, disons, cette fixation, mais si on peut dire, oui, il y a... L'universaliser, alors, la mythologiser, quasiment. Si on veut, oui, on pourrait dire aussi ça, de la mythologiser, mais... En tout cas, oui, il y a quelque chose effectivement de très humain dans ce type de confrontation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'effectivement, l'addiction est paradoxalement, encore une fois, une forme de solution inconsciente que les patients ont trouvée pour pouvoir faire face à quelque chose de très douloureux en lui. Et dans ce sens, doit être aussi respecté et c'est ça qui, disons, devient un peu le cœur du travail qu'on peut faire avec un patient addict. Merci Emanuela Sourace. Merci.